Israël et l'Iran ont accepté de mettre fin à la guerre, les deux parties le célèbrent s'étant à la victoire, bien qu'elles aient échangé des frappes symboliques après l'annonce du président américain concernant le cessez-le-feu. Il faut ici rendre hommage à Trump. Il a réussi à soulever la question du blocus du détroit d'Ormuz par l'Iran et à pousser les deux parties vers un cessez-le-feu, même si Trump a dû recourir à des insultes pour empêcher les deux camps d'escalader le conflit. Les militaires israéliens ont déjà déclaré que cette opération était terminée et qu'ils reprenaient la guerre à Gaza contre le Hamas. L'Iran, quant à lui, affirme que désormais toutes ses forces seront concentrées sur la restauration de son programme nucléaire détruit. Mais cela ne signifie pas du tout que la guerre entre l'Iran et Israël est certainement terminée, Sous la médiation de Donald Trump, Israël et l'Iran ont effectivement progressivement réduit l'intensité de leur confrontation après 12 jours de tirs réciproques et entrent maintenant dans un régime de cessez-le-feu. Mais tout de même, dans cette édition, nous allons discuter de ce à quoi ont abouti les échanges de frappes entre Israël et l'Iran, comment Trump tente de jouer le rôle de médiateur entre Jérusalem et Téhéran, et surtout, la menace pour Israël a-t-elle disparu ou, au contraire, s'est-elle accrue? Je m'appelle Alexei Petchi. Nous sommes le 24 juin. Nous allons tout aborder dans l'ordre, mais avant de commencer, je vous demande de mettre un like à cette émission, de vous abonner à la chaîne et surtout de laisser votre commentaire. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions les actualités en temps réel dès qu'elles arrivent, et vous n'avez pas besoin d'attendre la sortie d'une vidéo sur YouTube, toutes les informations y paraissent immédiatement. Nous allons diviser cet épisode en deux parties. Dans la première partie, nous discuterons de l'actualité et, en principe, nous analyserons le contexte de la guerre entre Israël et l'Iran. Comment cela s'est-il terminé ? Et dans la deuxième partie, nous analyserons tout ce qui s'est passé et nous essaierons de prévoir ce qui va se passer ensuite. Quel sera le destin du régime iranien? Que fera Israël ensuite et que feront les États-Unis d'Amérique? En gros, la première partie concerne les actualités, la deuxième partie c'est l'analyse. Si les actualités ne vous intéresseront pas et que vous connaissez déjà tout le contexte, vous pouvez avancer directement vers le milieu de cet épisode pour passer à l'analyse. Alors, un nouveau round d'escalade entre Israël et l'Iran semble s'être terminé. Lundi soir, le président américain a annoncé la fin de la guerre. Et voici ce que Trump a écrit sur le réseau social, je cite « Il avait été entièrement convenu entre Israël et l'Iran qu'il y aura un cessez-le-feu total et définitif. Environ 6 heures après ce moment, lorsque Israël et l'Iran auront terminé leur mission finale en cours. Pour 12 heures, après quoi la guerre sera considérée comme terminée. Officiellement, l'Iran commencera le cessez-le-feu, et à midi, Israël commencera son propre cessez-le-feu. Dans 24 heures aura lieu la fin officielle de la guerre de 12 jours, que le monde célébrera avec honneur. Pendant chaque cessez-le-feu, l'autre partie restera pacifique et se respectera mutuellement, à condition que tout se passe comme prévu, et ce sera le cas. Je voudrais féliciter les deux parties, Israël et l'Iran, pour leur patience, leur courage et leur intelligence afin d'achever ce que l'on devrait appeler la guerre de 12 jours. C'est une guerre qui aurait pu durer des années et détruire tout le Moyen-Orient, mais cela ne s'est pas produit et cela n'arrivera pas. Il s'agit vraiment de 12 jours. Les forces aériennes israéliennes ont attaqué les installations du programme nucléaire et de missiles iraniens, ainsi que le commandement militaire ennemi, mais elles n'ont pas réussi à détruire toute l'infrastructure nucléaire par leurs propres moyens. Les États-Unis d'Amérique sont venus en aide, frappant le complexe le mieux protégé de Fordo avec des bombes spéciales anti-bunker. Ensuite, la diplomatie est entrée en jeu, que le prédécesseur de Donald Trump, Joe Biden, avait un jour qualifié par une phrase simple « La démocratie est bonne quand elle a des points ». En réponse à l'attaque des États-Unis, l'Iran a lancé une frappe limitée contre les bases américaines au Qatar et en Irak, mais il n'y a pas eu de riposte de la part des États-Unis. Et ici, il faut tout de suite reconnaître que les frappes de représailles de l'Iran étaient si puissantes et dévastatrices que tout le monde en était informé à l'avance. Comme l'a écrit la presse, l'Iran a prévenu à l'avance le Qatar et donc les États-Unis d'Amérique des frappes à venir afin de minimiser les pertes humaines. En fait, il s'agissait de répondre, mais de telle manière que les États-Unis n'aient pas de raison de se venger. Il est révélateur qu'immédiatement après ces attaques iraniennes, Donald Trump ait remercié l'Iran de manière moqueuse pour l'avertissement, dans le style « L'enfant avait besoin de relâcher la pression. L'enfant l'a faite. Tout le monde comprend maintenant. Allons vite à la table des négociations. » Immédiatement après cela, il est devenu évident que la guerre touchait à sa fin et que les États-Unis n'allaient tout simplement pas s'impliquer dans ce carnage. Pourquoi est-ce que je pense cela ?
En fait, juste après la riposte iranienne, le prix du pétrole est tombé à 70 $ le baril, soit pratiquement au niveau où il était avant le début de l'opération israélienne le 13 juin. Autrement dit, les marchés ont montré qu'ils ne croyirent pas à une escalade. C'est pour cela qu'ils sont ensuite revenus en arrière. Mais pour faire passer à l'Iran un message plus clair sur la nécessité de s'arrêter, les États-Unis ont fait appel à leurs alliés dans le Golfe Persique. En fait, le Qatar a immédiatement déclaré qu'il se réservait le droit de répondre à l'Iran, car la frappe visait tout de même une base aérienne américaine située sur le territoire du Qatar. Et l'Arabie Saoudite a déclaré qu'elle était prête à soutenir le Qatar par tous les moyens dans sa réponse aux frappes de l'Iran. Autrement dit, les pays du Golfe Persique, qui condamnaient si bruyamment les attaques d'Israël, ont en réalité montré qu'ils en avaient tous assez de ce régime. Ayatollah. Et si l'Iran continue, excusez-moi l'expression, à râler, le Qatar et l'Arabie Saoudite ont désormais le droit légitime de frapper l'Iran. C'était le dernier argument clair pour Téhéran, expliquant pourquoi il était temps de s'arrêter. Parce qu'il ne pourra tout simplement pas supporter une guerre contre plusieurs pays de la région et il s'effondrera. Je rappelle que l'Iran a frappé la base aérienne Al-Udeid au Qatar lundi. Voici cette base aérienne, Al-Udeid. C'est la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient, l'une des 2 bases militaires au sud-ouest de Doha, également connue sous le nom d'aéroport Abu Naklaf. Ici sont stationnées les forces aériennes du Qatar, les forces aériennes des États-Unis, la Royal Air Force et d'autres forces étrangères. On y trouve également le quartier général avancé du commandement central des États-Unis, le quartier général du commandement central des forces aériennes américaines, le 83e groupe expéditionnaire aérien et la 379e escadre expéditionnaire aérienne. Mais comme l'Iran avait prévenu tout le monde qu'il allait frapper, la défense aérienne du Qatar a abattu tous les missiles lancés et il n'y a pas eu de dégâts. Le président américain Donald Trump a qualifié la riposte de l'Iran de faible, puis a déclaré qu'Israël et l'Iran étaient convenus d'un cessez-le-feu total. Et comme l'a déclaré Trump, je cite, « À condition que tout fonctionne comme il se doit, et ce sera le cas. Je voudrais féliciter les 2 parties, Israël et l'Iran, d'avoir eu l'endurance, le courage et l'intelligence de mettre fin à ce que l'on devrait appeler la guerre de 12 jours. » Par la suite, cela a également été confirmé par d'autres parties impliquées dans le conflit. Ainsi, par exemple, le premier ministre israélien Netanyahou a déclaré que Jérusalem avait accepté la proposition de Trump concernant un cessez-le-feu avec l'Iran et que tous les objectifs de l'opération avaient été atteints. Et je vais maintenant citer une déclaration du gouvernement israélien. Israël a éliminé la double menace existentielle immédiate, tant dans le domaine nucléaire que dans celui des missiles balistiques. De plus, Tsahal a établi un contrôle total sur l'espace aérien de Téhéran, a porté un coup sévère au commandement militaire et a détruit des dizaines de sites gouvernementaux clés en Iran. À Téhéran, ils ont d'abord décidé de faire un peu, les malins. Au début, Téhéran n'a fait aucun commentaire public sur la déclaration de Donald Trump, mais par la suite, l'Iran a déclaré, non publiquement mais tout de même, que le pays avait accepté le cessez-le-feu. Comme on l'a appris plus tard, la veille, le vice-président américain J.D. Vance, le secrétaire d'État américain Marco Rubio et l'envoyé spécial de Trump Steve Witkoff ont mené des négociations avec des représentants iraniens par des canaux directs et indirects. Et ils les ont convaincus qu'il fallait tout de même accepter le cessez-le-feu. Même après cela, à Téhéran, ils ont tout de même déclaré que l'Iran n'aurait soi-disant reçu aucune proposition officielle de cessez-le-feu. Et voilà qu'un responsable de Téhéran a qualifié la déclaration des États-Unis et d'Israël sur la trêve de tromperie visant à justifier de nouvelles attaques. Et l'Iran, dit-on, continuera la lutte jusqu'à ce qu'une solution juste soit trouvée. Et ce comportement de l'Iran a failli faire échouer la trêve, car dès le matin du 24 juin, l'Iran a porté un nouveau coup, toutefois limité, contre Israël. En réponse à l'attaque du matin, le ministère de la Défense d'Israël a ordonné à Tsahal de frapper des cibles du régime, mais Donald Trump est à nouveau intervenu dans la situation. Ainsi, s'adressant aux journalistes avant son départ pour le sommet de l'OTAN à La Haye, il a exprimé son mécontentement envers Israël et l'Iran, en soulignant qu'il était particulièrement déçu par les actions d'Israël. Donald Trump a également souligné que le potentiel nucléaire de l'Iran était épuisé et que Tigran ne serait pas en mesure de relancer son programme nucléaire. Il a même appelé à déployer dans les airs l'aviation israélienne qui s'est déjà mise en route pour frapper l'Iran. Et maintenant, des sources affirment que Donald Trump a directement appelé Benyamin Netanyahou, alors que les avions étaient pas déjà dans l'espace aérien iranien, prêts à frapper 20 sites clés.
Et Donald Trump, d'une manière assez brutale, a commencé à dire à Benjamin Netanyahou d'arrêter ses avions, de les faire revenir, qu'il ne fallait porter aucun coup. Et après cela, le cessez-le-feu a de nouveau été instauré, bien qu'Israël ait quand même eu le temps de frapper une fois de plus Téhéran, touchant un système radar. Au final, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé que le cessez-le-feu était entré en vigueur et a averti qu'il répondrait à toute violation de la part de Téhéran. Au final, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé que le cessez-le-feu était entré en vigueur et a averti qu'il répondrait à toute violation de la part de Téhéran. Le lieutenant-général israélien Eyal Zamir a apporté plus de clarté en déclarant, je cite, « La campagne d'Israël contre l'Iran n'est pas encore terminée. Faites samnon. Une phase importante est de terminer et Israël entre dans une nouvelle phase, fondée sur les acquis de la phase actuelle. Désormais, l'accent est de nouveau mis sur Gaza. Ramener les otages à la maison et renverser le régime du Hamas. » De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Rakchi, a également confirmé le cessez-le-feu et a déclaré que toutes les roquettes qui ont touché Israël ce matin avaient été lancées avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à 7 heures du matin. Il a également déclaré que les Iraniens répondraient à toute attaque de la part d'Israël. Voilà. Une partie des partisans des autorités actuelles en Israël ont critiqué ce cessez-le-feu, estimant qu'il aurait fallu exercer une pression jusqu'à un changement de régime en Iran et jusqu'à la destruction complète de son potentiel offensif. L'opposition israélienne a maintenant appelé à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, à conclure un accord avec le Hamas pour la libération des otages et, en gros, à arrêter toutes les guerres. Sur ce, nous arrêtons la couverture des actualités en cours et passons maintenant à l'analyse de ce qui s'est passé. En Iran même, ils vont maintenant commencer à se remettre des conséquences des bombardements israéliens. Et voilà que l'Organisation de l'énergie atomique a déclaré qu'elle allait commencer à évaluer les dégâts causés aux installations nucléaires et réfléchir à la manière de les restaurer. La direction politique à Téhéran doit maintenant réorganiser les élites, remobiliser la population pour éviter des troubles sociaux d'après-guerre, si jamais il y en a, surtout si Israël vise à poursuivre sa lutte subversive contre l'Iran. Et d'ailleurs, la déclaration selon laquelle Israël va désormais travailler avec les conséquences de cette guerre, c'est un indice que personne n'a l'intention d'arrêter les opérations de sabotage en Iran. Et le même Mossad continuera d'opérer sur le territoire iranien. D'un autre côté, l'un des points importants pour les Iraniens sera d'empêcher ce qu'on appelle le scénario libanais, où Israël, ayant franchi la ligne rouge et attaqué l'Iran une fois, ne commencerait pas à le faire plus souvent, chaque fois qu'il le jugera nécessaire. En fait, cela lèverait le tabou sur de telles frappes directes et aléatoires contre les installations militaires et nucléaires iraniennes. Cela minerait la légitimité des autorités à Téhéran et leur capacité à protéger le territoire du pays et sa population. Et pour l'Iran, c'est un enjeu clé pour la survie du régime politique et la future transition du pouvoir. Même si Israël, après avoir obtenu la supériorité aérienne sur l'Iran, mène des raids aériens dans le pays sans frappe, cela sèmera déjà la panique et le chaos en Iran, et cela ébranlera fortement le régime des ayatollahs. En bref, Israël peut désormais harceler l'Iran pendant longtemps, sans mener d'attaque directe. Personnellement, je pense que d'un point de vue militaire et tactique, Israël a remporté cette bataille de 12 jours. D'un point de vue politique, c'est pour l'instant un match nul, mais je pense que cela ne durera pas. Regardez un peu la situation ici. L'Iran, depuis le début des années 2000, a mis en place un modèle de dissuasion non nucléaire contre les États-Unis et Israël, et ce modèle fonctionnait, il fonctionnait. Un réseau de forces supplétives à travers tout le Moyen-Orient aidait l'Iran à tenir les États-Unis et Israël à distance. Tout le monde comprenait que derrière le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, etc., se trouvait l'Iran. Mais personne n'attaquait directement l'Iran. Autrement dit, c'était une guerre menée par procuration. Chaque fois que le danger pour Téhéran augmentait, Téhéran activait ses forces par procuration, qui se mêlant la terreur aussi bien en Israël que contre les troupes américaines dans la région. Pour que ce soit plus clair, laissez-moi donner un exemple. Lorsque l'Iran devait frapper les États-Unis ou Israël, il utilisait ses forces par procuration pour organiser des attaques terroristes. Le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, les milices en Irak et en Syrie, tous pouvaient attaquer aussi bien Israël que les États-Unis d'Amérique. Mais si cela fonctionnait auparavant, désormais de telles attaques terroristes causeront plus de problèmes à l'Iran qu'elles ne lui apporteront davantage. Je vais expliquer pourquoi. Parce que, aussi étrange que cela puisse paraître, un attentat est gagnant lorsque l'organisateur n'est pas puni.
Et pour ces attentats, ce ne sont pas les organisateurs qui sont punis, mais seulement les exécutants. C'est une arme asymétrique. Mais lorsqu'Israël, après un attentat commis par les Houthis, peut bombarder le quartier général de l'organisateur, c'est-à-dire le corps des gardiens de la révolution islamique à Téhéran, alors l'attentat perd son avantage opérationnel. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus s'en servir comme couverture. Autrement dit, il est devenu évident aujourd'hui que tout ce modèle de dissuasion de l'Iran s'est effondré. Israël et les États-Unis n'ont pas seulement détruit le réseau de force par procuration au Moyen-Orient, ils attaquent aussi directement l'Iran. Tout le bouclier extérieur a été complètement détruit. Le corps des gardiens de la révolution islamique n'est plus perçu comme une force redoutable et puissante dans la région. C'est pourquoi une ère de réévaluation de sa politique intérieure et extérieure commence pour l'Iran. En effet, au minimum, Téhéran doit complètement réorganiser tout selon les nouvelles réalités. Mais il est également important de reconnaître que l'Iran est meurtri, mais pas brisé. Et après l'opération israélienne, l'Iran a de plus en plus de problèmes, tant sur la scène internationale qu'à l'intérieur du pays. C'est exact, l'Iran perd son programme nucléaire, ainsi que ses capacités militaires, politiques et de sécurité. Le régime a tenu bon, le régime a gardé le contrôle, mais c'est précisément maintenant que les temps les plus sombres commencent pour le régime. Non seulement il faut gérer les mécontents à l'intérieur du pays, mais il faudra aussi revoir sa position vis-à-vis des alliés et des partenaires. Ce n'est un secret pour personne que l'ayatollah Ali Khamenei, par l'intermédiaire du ministre iranien des Affaires étrangères Araghchi, a demandé de l'aide au président russe Poutine. Mais Moscou s'est contenté de condamner les frappes américaines et de s'indigner bruyamment de la situation. Et aucune aide n'a été apportée. Actuellement, l'Iran demande à Moscou de nouveaux systèmes de défense anti-aérienne, car tous les précédents ont été détruits par Israël. La Chine non plus n'a pas vraiment pris la défense de l'Iran, comme vous pouvez le constater. Il s'avère donc que ces deux partenaires clés ne le sont que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose de l'Iran. Mais dans l'autre sens, ce partenariat, en fait, ne fonctionne pas. On suppose qu'après les attaques d'Israël, la Russie sera encore moins enthousiaste à l'idée de fournir ses armes à l'Iran. La Russie criait haut et fort au sujet du transfert à l'Iran des systèmes de défense anti-aérienne S-500. Mais comme vous pouvez le voir, ils n'ont pas vraiment protégé l'Iran, et ce coup porté à la réputation déjà humiliée de l'armement russe sera extrêmement douloureux pour Moscou. D'un autre côté, il semble que l'Iran ait tout de même réussi à déplacer environ 400 kg d'uranium et d'autres équipements depuis les sites de Fordo avant les frappes américaines. C'est ce qu'ont rapporté du moins 2 sources officielles israéliennes et une agence ainsi qu'une source iranienne. Des images satellites de Maxar datées des 19 et 20 juin ont montré une activité logistique, notamment 16 camions et du matériel lourd à l'entrée de ce site à Fordo, ce qui pourrait indiquer un déplacement de matériaux. On ne sait pas encore où se trouve cet uranium et l'équipement pour son enrichissement ultérieur, mais cela crée de toute façon des risques supplémentaires pour Israël et des raisons de reprise du conflit. C'est pourquoi pour l'instant la guerre est arrêtée, mais elle n'est certainement pas terminée. Eh bien, ici aussi, le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, attise l'ambiance en Israël, parce qu'il a déjà déclaré que l'Iran ne reviendrait pas à la table des négociations avec les États-Unis tant que l'agression contre son pays se poursuivra. En somme, pour l'instant, c'est une pause, mais ce n'est certainement pas la fin de la guerre. Et dans la prochaine émission, nous analyserons en détail la menace nucléaire de la part de l'Iran, si elle existe toujours ou non. Et nous examinerons différents scénarios de ce qui pourrait se passer dans les semaines à venir. Alors, disons-le ainsi, à quoi faut-il absolument prêter attention dans les semaines à venir pour comprendre vers quoi tout cela pourrait évoluer? Je mets ici un point de suspension dans cette émission. Donnez votre avis, partagez vos conclusions comme d'habitude dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou en utilisant le code à réponse rapide affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.